Bonjour et bienvenue à cette session « Concevoir des interfaces utilisateurs efficaces et vendeuses ». Dans un premier temps, fixons ce que nous allons voir dans cette session. Nous avons 60 minutes pour comprendre ce qu'est le design d'un logiciel, sa nature, ses méthodes, comprendre comment se créent de bonnes interfaces utilisateurs, comprendre que le design n'est pas la cerise sur le gâteau, mais une partie non négociable du processus de création d'une application moderne, comprendre comment mieux planifier et intégrer le design dans la conception de vos logiciels, et comprendre le travail du designer pour mieux gérer la collaboration avec ce professionnel et vous éviter des déconvenues telles que celles que j'appelle le syndrome du designer sapeur-pompier. Et le tout, bien évidemment, pour vous aider à concevoir des interfaces utilisateurs efficaces et vendeuses. Ce que nous ne pourrons pas faire pendant ces 60 minutes, c'est une évidence, c'est vous transformer en designer, vous former à Expression Blend ou Expression Design, et faire de vous des experts en UI et en UX si vous n'en êtes pas déjà un. Alors, une petite supplique avant de commencer. Le design, c'est avant, pas après. Vous allez vite le comprendre avec le petit schéma qui est à l'écran en ce moment. J'ai souvent en fait des demandes d'entreprises qui m'appellent et qui me disent « Voilà monsieur, nous avons créé un logiciel, ou nous avons fini de le créer, ou il est en train de se finir, et bon, on n'est pas des as en design, on a tout bien fait selon MVVM, on a séparé les vues des vues modèles, etc., etc. Donc ça devrait être très facile pour vous, il faudrait juste une petite phase pour le rendre plus agréable, en gros, il faudrait le designer. » Hélas, dans la grande majorité des cas, je ne peux pas répondre favorablement à ce genre de demande. Ou quand j'y réponds, c'est avec un devis qui est tellement élevé que je sais très bien qu'il ne va pas être accepté. Et il y a une raison à cela, c'est que vous allez très très vite comprendre grâce à ce schéma. Vous avez un view model qui est bindé à une vue qui est non designée, et imaginons que ce view model, c'est un simple exemple, hein, mais ce view model expose une propriété qui s'appelle activity, qui est de type string, et qui prend une valeur active ou inactive. On est bien dans un système fait sous MVVM, avec un view model d'un côté, une vue de l'autre côté, elle est reliée en binding, et tout naturellement, pendant le développement, le développeur a posé un text block qu'il a bindé en fait à cette string activity pour afficher l'état du logiciel. Le logiciel marche parfaitement bien, il a été très bien testé, tout fonctionne comme il faut. Et puis on me dit, monsieur, il faut redesigner ce logiciel. À un moment ou à un autre, il y a beaucoup de chances pour qu'en fait ce text block, cette information qui est véhiculée sous cette forme de texte, en fait, ne soit pas la façon la plus appropriée et la plus agréable dans le design tel qu'il va être repensé. Par exemple, on va prendre un exemple le plus simple possible, on va créer un petit user control qui correspond à une LED qui va être allumée ou éteinte, vraiment quelque chose de vraiment rudimentaire, et qui a besoin d'une propriété booléenne en fait pour être active ou inactive. Vous comprenez bien qu'à partir de ce moment-là, on sort de la phase de design du designer, qui a été de concevoir la nouvelle interface, de concevoir la petite LED, etc., et qu'on rentre dans une autre phase complètement différente. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre les mains dans le view model pour supprimer ou ignorer en tout cas l'ancienne propriété, et puis rajouter une propriété booléenne active qui va être connectée, elle, en binding au nouveau user control, ce qui veut dire vérifier que dans le code, elle change bien de valeur comme changeait avant l'ancienne propriété activity, etc., etc. Peut-être que cela va avoir un impact sur le reste du code, peut-être qu'il va falloir créer de nouvelles procédures, et peut-être qu'il va falloir créer de nouvelles propriétés, peut-être que d'autres vont devenir, par effet de cascade, caduques, ou avoir des effets de bord importants, peut-être faudra-t-il créer des convertisseurs de valeurs, etc., etc. Enfin, vous comprenez bien qu'à partir de ce moment-là, ça veut dire mettre les mains dans votre logiciel. Il y a un logiciel qui a mis 1 an, 2 ans, des fois, à être conçu, qui représente des centaines, des milliers d'heures hommes de conception. Il est bien évident qu'on n'y met pas les mains comme ça, je veux dire, comme un sagouin, mais un professionnel tel qu'il se doit, je veux dire, va vous garantir que, bien évidemment, s'il touche à votre logiciel, il ne va pas vous le casser ou rajouter des bugs à l'intérieur. Donc, il y a toute une phase de prise en main, en fait, de votre code, de compréhension de votre code, pour être sûr que les modifications qui vont être apportées au view model ne sont pas des modifications dangereuses. Et bien évidemment, c'est cette phase-là qui est très longue. Sur un logiciel complexe ou un peu gros, ça peut être très très long. C'est un risque aussi que nous prenons quand on touche à ce genre de choses. Il faut vous garantir qu'on ne casse pas, donc qu'on doit être capable de réparer si on a cassé, ce qui impose de prendre bien évidemment de la marge de sécurité sur la facturation. Bien évidemment, c'est cette partie-là qui coûte une fortune. Pas à cause du design, mais à cause du fait qu'on nous demande de venir après.
Et si j'ai une seule supplique qui doit passer, et s'il y a une seule chose que vous devez comprendre dans cette session, c'est si vous voulez avoir des interfaces efficaces et vendeuses, il faut qu'elles soient designées, et pour qu'elles soient designées, il faut qu'un designer professionnel s'en soit occupé, et il faut qu'il s'en soit occupé depuis le départ, au départ de la conception, pendant la conception, jusqu'à la fin. L'objectif, c'est bien sûr concevoir des interfaces efficaces et vendeuses. Alors efficace, pourquoi? Il est temps de mettre des choses derrière ces mots. Efficace parce que le but est de rendre la tâche plus aisée à l'utilisateur, de rendre l'utilisateur plus intelligent, plus habile qu'il ne l'est. C'est-à-dire qu'on va lui permettre de réaliser des tâches que sans l'aide de votre logiciel et de son interface, il n'aurait peut-être jamais su faire, ou qu'il aurait mis très très longtemps à faire tout seul. Et puis vendeuse, parce que savoir séduire sur une démo est essentiel, mais il faut aussi savoir séduire et plaire sur le long terme. Donc une bonne interface est efficace et vendeuse. Le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'une interface efficace et vendeuse, en fait, ça signifie tout simplement offrir une bonne user experience. Et ça implique bien évidemment un bon design. Si on a vu quand il fallait faire intervenir le design dans le projet, il reste à savoir pourquoi en fait il faudrait tout simplement avoir un logiciel bien designé. Alors c'est vrai que efficace et vendeuse est déjà en soi assez explicatif, mais comme c'est pas quelque chose de tout à fait naturel encore aujourd'hui, il faut peut-être enfoncer le clou en rappelant un certain nombre de ce qui sera peut-être des évidences pour certains d'entre vous, mais pas forcément pour tout le monde. En fait, designer un logiciel, il y a vraiment des raisons multiples. Et d'abord, il y a des raisons rationnelles. La première, c'est que votre code, vous l'avez peaufiné, vous avez chassé les memory leaks, vous avez mis des heures à améliorer certains algorithmes. C'est un gros travail, mais par contre, c'est quelque chose que l'utilisateur ne verra jamais. L'interface utilisateur est le seul lien qui existe entre l'utilisateur final et votre code. Il est indispensable que ce lien soit à la hauteur de la qualité du travail que vous avez fourni pour créer le logiciel. Imaginez un smearmork en panne sur une autoroute. On appelle une dépanneuse. Alors vous savez, les dépanneuses pour smearmork, c'est ces espèces d'énormes camions qui sont au moins aussi gros que les camions qui les dépannent, avec des moteurs surpuissants. Et puis il arrive, il se gare proche du smearmork, le garagiste en descend, et puis au moment d'atteler son camion de dépannage au smearmork, il sort de sa poche une petite pelote de ficelle Leader Price. Et là, vous allez vous dire, voilà, ça va pas le faire, ça va pas marcher, tout va casser, et c'est bien évidemment ce qui va se passer. Eh bien, imaginez que votre code, c'est exactement la même chose. Toute cette puissance, tout le poids de ce travail que vous avez fourni, si l'utilisateur final, vous ne lui fournissez qu'une petite pelote de ficelle Leader Price pour tirer dessus, pour en tirer la puissance, ça va casser, ça va pas fonctionner. Donc c'est vraiment un choix rationnel d'avoir une interface utilisateur qui soit efficace pour que le code qui est derrière soit rendu à sa juste valeur. Alors il y a des raisons que j'appellerais romantiques. L'art, la beauté, la séduction. En fait, ne riez pas, parce que je l'ai fait exprès d'appeler ça romantique, mais quand vous êtes venu au Tech Days aujourd'hui, vous avez pris le tram, le RER, le métro, certains la voiture, pendant 1 heure, peut-être 2 heures de transport, on est à Paris, hein, hélas, vous avez forcément vu ou entendu des dizaines de publicités tout le long de votre chemin. C'est-à-dire que pendant 1 heure ou 2, on n'a pas cessé d'essayer de vous séduire. On est dans un monde d'images photoshopées, on est dans un monde d'images factices, d'instantanéité, de beauté sur papier glacé, où la séduction joue un rôle évident. Regardez les publicités pour voitures, je suis Giulietta, séduis-moi, prends-moi, essaye-moi, etc. Ça devient quasiment pornographique de façon explicite. Donc nous sommes dans un monde de séduction où pour vendre même une voiture, hein, qui est qu'un tas de ferraille qui perd sa valeur dès que vous l'achetez, on essaye de faire ressortir en vous des instincts bassement sexuels. La séduction est partout. La séduction, elle est dans tous les objets, dans tout ce qui se vend, et dans tout ce qui est en relation avec le public. Donc on ne voit pas très bien pourquoi le logiciel devrait rester en dehors de ce mouvement-là, à partir du moment où on souhaite vendre ces logiciels. Bien sûr, quand on fait du logiciel libre tout seul dans son coin et qu'on le met gratuitement en diffusion sur un site web, à la limite, on s'en fiche un peu. Et encore, les logiciels qui sont gratuits et qui se diffusent bien et qui ont un certain succès sont ceux qui aussi, en général, savent séduire. Donc, la séduction est absolument indispensable et loin d'être accessoire. Mais ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi des raisons pratiques. Les raisons pratiques, c'est l'ergonomie. L'ergonomie, je ne vais pas la définir, mais c'est un métier assez complexe qui vérifie quand même tout un tas de choses, de conformité du besoin de l'utilisateur, du fait de la pénibilité de son travail, etc., etc. Donc améliorer l'ergonomie,
Ça permet notamment d'améliorer la rapidité d'exécution des tâches, donc de gagner du temps. Tout ça, c'est essentiel. Et puis, nous ne sommes pas dans le monde de oui-oui. Il faut gagner de l'argent. Donc, il y a des raisons commerciales, comme dépasser la concurrence, savoir attirer le client vers soi, créer le besoin. Battre la concurrence, si vous avez un logiciel avec une interface qui est très moche, ça va être difficile. Attirer le client, si sur une démo, on a l'impression d'avoir vu un vieux soft XP, il y a peu de chances que ça séduise. Et créer le besoin, c'est justement une des facettes du design, c'est de rendre la chose désirable, et on revient sur la fameuse séduction, donc qui n'est absolument pas accessoire. Il y a des raisons purement économiques, la rentabilité, le retour sur investissement, c'est-à-dire que, bien évidemment, vous aurez plus de chances de rentrer dans vos sous avec un logiciel qui est bien designé, qui est séduisant, et qui a une interface efficace et vendeuse, que si vous avez un logiciel qui est tout le contraire. Il y a des raisons stratégiques aussi. Quand vous avez mis un logiciel chez un client, il faut savoir que le client, vous n'êtes plus chez lui. Vos ingénieurs ne sont pas là, vous n'êtes pas là, le patron n'est pas là, personne n'est là. Le client, il est tout seul dans son bureau ou avec ses collègues, et votre société, en tout cas, est totalement absente. Au même titre que l'utilisateur final ne voit de votre code que l'interface utilisateur est votre VRP, votre représentant au sens propre du terme, chez l'utilisateur final. Donc à vous de voir si vous avez envie d'avoir tous les jours aux côtés du client un VRP qui est mal coiffé, mal peigné, qui sent pas bon avec la cravate mise de travers, ou si vous avez envie d'avoir quelqu'un qui représente dignement l'image de marque de votre entreprise. La fidélisation des clients, dans la partie vendeuse, je l'expliquais, qui sait séduire sur une démo, mais qui sait aussi plaire sur le long terme, ça permet de fidéliser les clients. Le positionnement média de votre entreprise. Si vous avez une interface efficace et vendeuse, donc bien designée, il y a quand même toutes les chances que vous en retrouviez des captures écran dans les blogs de blogueurs influents, dans la presse professionnelle, peut-être même voir à la télévision. Si votre truc est vraiment très très moche, franchement, vous n'avez aucune chance que ça n'arrive, même si vous avez un bon service de presse dans votre entreprise. Enfin, il y a d'autres raisons stratégiques comme l'obsolescence programmée. C'est-à-dire, en fait, en gros, comment on fait dans l'industrie pour vous forcer à acheter quelque chose que vous n'avez pas besoin d'acheter parce que vous en avez déjà un qui marche très très bien. Eh bien, le design est le bras armé de l'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'en modifiant le design d'une certaine façon, on arrive à rendre obsolète, à rendre ringard la version précédente et à susciter l'envie chez le client d'acheter la nouvelle version. C'est une raison qui peut être très stratégique. Cet aspect essentiel de l'envie, elle rejoint bien évidemment la séduction, la fidélisation du client, etc., etc. Donc on s'aperçoit que c'est vraiment quelque chose d'objectif, ça n'a rien à voir avec l'art, ça n'a rien à voir avec la beauté, ça n'a rien à voir avec autre chose, c'est aussi économique, financier. En fait, pour bien comprendre pourquoi on en est arrivé là, c'est qu'il faut comprendre qu'on a changé de paradigme. Un paradigme, c'est une vision du monde. Donc, et ici, pour une fois, le terme donc n'est pas galvaudé, il est utilisé à bon escient, parce que notre vision du monde a énormément changé. Alors, entre quand et aujourd'hui, entre il n'y a pas très très longtemps, mais une éternité en ce qui concerne l'informatique. Et pour résumer en fait ce saut, je vais vous le résumer avec les deux équations que je vous ai mis à l'écran en ce moment. La première, elle date de 1976. 1976, quelqu'un qui s'appelle Niklaus Wirth, que vous connaissez forcément quand même, c'est le père du Pascal, de Modula, de très grand nombre de règles appliquées en informatique qui ont permis de créer des langages comme Java ou C#, même encore aujourd'hui. Et il avait écrit un livre qui s'appelait Algorithm plus Data Structures égale Programme. À cette époque-là, en 1976, M. Niklaus Wirth était excessivement novateur, parce que déjà, associer des algorithmes à des structures de données bien faites et dire que c'est seulement l'ensemble de ces deux choses-là qui fait un bon programme, était une vision vraiment, vraiment en avance sur son temps, puisqu'elle est toujours utilisée, et que beaucoup d'informaticiens, encore aujourd'hui, en fait, en sont restés d'ailleurs à ce stade-là. Ils ont mis une dizaine d'années avant de le comprendre et de l'adopter, des fois même une vingtaine d'années, et en fait, on en est resté là. C'est-à-dire que pour un informaticien, un programme, c'est de la plomberie, c'est des algorithmes et des structures de données. Hélas, il s'est passé beaucoup de choses dans notre monde, hélas ou pas d'ailleurs, mais enfin hélas pour ceux qui ne l'ont pas compris en tout cas, il s'est passé beaucoup de choses. Et moi, en 2012, je vous propose une nouvelle vision du monde, un nouveau paradigme, c'est d'écrire cette équation totalement différemment. Aujourd'hui, cette équation, elle s'écrit design plus code égale application. Il faut comprendre, et si vous arrivez à comprendre le saut qu'il y a eu entre 1976 et ce livre de Niklaus Wirth, et cette équation que j'écris aujourd'hui en 2012, vous aurez compris ce paradigme nouveau qui s'impose à nous. Alors pour enfoncer un peu le clou,
Deux citations de designers connus, mais par exemple Vitaly Friedman qui nous dit « Un bon design consiste en une communication efficace, pas en décoration au détriment de la lisibilité. » Excessivement important. Il nous pose ici les bases de ce qu'est un bon design, c'est-à-dire que c'est une communication efficace. Vous voyez qu'on n'est pas dans... il ne nous parle pas de petits dessins, de petits Mickey, il nous parle de communication efficace. On est plus proche d'ailleurs du monde de la publicité là que du monde de l'art. Et ce n'est pas des décorations au détriment de la lisibilité, ce qui veut dire que, implicitement, la lisibilité est, je dirais, le saint Graal qu'il faut atteindre, et qu'un bon design, c'est avant tout une grande lisibilité. Quelqu'un comme Paul Scrivens nous dit quelque chose d'assez proche. Un design de qualité communique avec son public. Il délivre le message qu'il est censé diffuser, rien de plus, rien de moins. Alors là, on voit que on a une convergence de vues, mais avec quelque chose d'un peu plus précis, c'est qu'il communique, mais il communique avec son public. C'est-à-dire que le design universel n'existe pas. Un design est fait pour un public, donc il va falloir connaître ce public, et il délivre son message, on revient à la communication efficace de Vitaly Friedman, et il délivre un message qu'il est censé diffuser. Donc ça a été pensé, c'est pas n'importe quel message, rien de plus, rien de moins. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas dans l'état d'esprit de fioriture. On est dans quelque chose de très professionnel, on a un message à délivrer, et il faut le délivrer le plus proprement possible, le plus lisiblement possible, rien de plus, rien de moins. Alors, j'ai cité deux grands designers, sans avoir la grosse tête, mais tout simplement parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais me citer moi-même, et moi je vous propose aussi cette citation que je juge assez essentielle pour comprendre tout ça. C'est quand même votre concierge possède un iPhone, vous ne pouvez plus fournir de logiciel au Look XP. Je crois que ça, c'est une évidence absolue pour tout le monde. Alors je l'ai illustré sympathiquement en vous proposant deux captures écran. À gauche, vous pouvez voir une capture écran d'un logiciel qui est assez atroce. Il est certainement bien fait, mais il est atroce. Alors, il est atroce, c'est certainement tout le monde qui le considère comme atroce, puisque quand on cherche sur Internet, sous Google ou sous Bing, mauvaise interface, on tombe forcément sur ce truc-là en première ou en deuxième position. Et puis, à droite, et sans se jeter de fleurs là non plus encore une fois, ici vous avez une application de supervision réalisée sous Silverlight, que j'ai faite pour un de mes clients. Alors on fait rarement voir des programmes clients, mais enfin, en termes de concept, on voit la lisibilité, par exemple les informations qui sont en blanc et avec des typos assez importantes, je veux dire, sont les seules informations qui intéressent la personne. Le reste, ce sont des icônes qui n'ont un sens que pour celui qui est censé regarder le logiciel. Donc encore une fois, la pertinence de la communication en fonction de la cible, ce qui demande à bien connaître l'utilisateur qui en est le destinataire. Donc, bon, si je vous demande laquelle de ces UI vous fait peur et laquelle vous fait rêver, alors rêver c'est peut-être un grand mot, vous séduit le plus, je pense que malgré tout, je ne me mouillerai pas en disant que vous préférerez celle de droite. Reste à définir qu'est-ce que le design. Si vous voulez concevoir des interfaces efficaces et vendeuses, que ce soit par votre propre culture personnelle que vous allez améliorer pour arriver à être capable de le faire vous-même, ou parce que vous allez engager un designer dans votre entreprise, ou que vous allez faire appel à des gens comme moi pour venir faire le design de vos applications, il est indispensable de savoir de quoi on parle, d'avoir un dialogue commun, et donc c'est indispensable pour vous de savoir ce que c'est quand même que le design, sur quoi il se fonde. Il y a quelqu'un de chez Microsoft qui est Nishant Kothari, qui est creative director du Mix Online, qui a dit quelque chose que je trouve assez génial, parce que c'est une phrase qui résume vraiment très bien le travail du designer. Il dit: le génie d'un bon designer n'est pas défini par son habileté à représenter le monde tel qu'il le voit, mais par son habileté entraînée à le représenter comme les autres s'attendent à le voir. C'est quelque chose de véritablement essentiel. Si vous prenez Picasso, vous lui faites voir une jolie fille, et vous lui dites: faites-moi une représentation. Picasso, il va vous rendre une toile avec une bonne femme avec une tête carrée, avec 3 ou 4 coups de crayon, des couleurs un peu bizarres, et il va vous dire: voilà, c'est ça, c'est elle. Ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, il s'en fiche royalement. Pourquoi? Parce que Picasso, c'est un artiste, c'était un artiste, et que son but dans l'expression de son art était tripesque, c'est-à-dire de représenter le monde tel que lui le ressentait. Et il voulait absolument vous faire voir le monde tel que lui le ressentait. Et cette représentation du monde, qui était la sienne, elle vous plaît ou elle vous plaît pas, il n'en avait rien à faire. Alors que le designer, il marche complètement à l'envers. Le designer, lui, il a une habileté entraînée, parce que c'est un professionnel,
à représenter le monde tel que les autres s'attendent à le voir. Et pas n'importe quels autres. On a vu qu'en fait, ça s'adresse à une cible bien particulière. Donc il doit connaître parfaitement cette cible pour pouvoir s'adapter à cette cible. Donc le design, c'est ça, et ce n'est absolument pas de l'infographie, de l'illustration, de l'art, même si quelque part le designer a un goût artistique, ce n'est pas un artiste. Parmi les bases de ce que vous devez comprendre et de ce que vous devez savoir sur le design pour être capable de dialoguer efficacement avec un designer, il faut savoir comment il fonctionne. Un designer, la première chose qu'il va chercher, c'est la sémantique, c'est-à-dire le sens, la recherche du sens de ce qui doit être designé. C'est-à-dire qu'on en revient aux citations qu'on a entendues tout à l'heure concernant le message à véhiculer. Il va chercher quel est le sens de ce message. Et puis la syntaxe. Alors la syntaxe, telle qu'elle est définie dans le dictionnaire, c'est le contrôle de l'usage correct de la grammaire dans la construction des phrases d'un langage. Vous allez me dire, quel langage? Où c'est un langage? Le design en lui-même est un langage. C'est un langage d'expression, et c'est un langage qui a sa grammaire et qui a son vocabulaire. Le vocabulaire dans le design, c'est les grilles, les typos, le texte, les dessins éventuellement, les structures, etc., etc. Et donc la syntaxe va consister à gérer les relations qui existent entre tous ces éléments, entre les grilles, les typos, les structures générales, les dessins, etc. Ça, c'est le travail de base du designer. Un bon designer aussi, on s'éloigne encore une fois de plus de l'artiste, un bon designer, c'est quelqu'un de pragmatique. Un projet qui serait parfait du point de vue syntaxique et sémantique, mais que personne ne comprendrait, c'est un échec. Picasso, quand il vous fait voir sa toile, si la bonne femme à tête carrée, elle ne vous plaît pas, il s'en fiche royalement. Et en fait, quand un artiste crée quelque chose, il s'en fiche de ceux qui ne l'aiment pas. Parce que c'est l'œuvre d'art elle-même qui, tel un aimant, va attirer à elle les gens qui justement se sentent en résonance, les gens qui la comprennent. C'est pour ça que plus un artiste est diffusé, plus il finit par être célèbre. Parce que même au fin fond de la Creuse, il peut y avoir quelqu'un qui est sensible à cette forme d'art, et ça fait un adepte de plus qui se déplacera pour acheter ses œuvres ou pour aller voir ses expositions. Parce que c'est l'œuvre qui joue le rôle d'aimant et qui fait un tri entre ceux qui l'aiment et qui la comprennent et qui viennent vers elle, et les autres qui s'enfuient. Le travail du designer est totalement à l'inverse de cette logique-là. Lui, il s'adresse à une cible bien définie. Donc si le message qu'il veut faire passer loupe cette cible, il a échoué totalement. Ça l'oblige à avoir une approche très réaliste de son travail. Il doit donc chercher à informer plus qu'à plaire, même si, on l'a vu, la séduction, bien évidemment, fait partie du design. Et la clarté des intentions doit s'imposer. Et s'il y a des artefacts, ils doivent être auto-explicatifs. Je sais, dit comme ça fait très abstrait, mais je vais vous donner un exemple tout de suite, vous allez comprendre. Prenez tout simplement, dans un design assez simple, le designer va décider de rajouter une petite animation, par exemple, sur un des objets qui est à l'écran. Eh bien, cette animation, elle doit avoir un sens qui semble évident. C'est-à-dire que si elle est juste faite pour faire joli, en fait, elle n'a aucun intérêt et elle doit être supprimée. C'est-à-dire que sa présence doit être auto-explicative. Prenez par exemple une des plus anciennes, par exemple le dialogue de copie de fichier sous Windows. Quand vous copiez un fichier, vous avez à un moment donné une petite animation d'une feuille, d'un document là, qui passe d'un endroit à un autre. Eh bien, cette animation, elle n'est absolument pas nécessaire. C'est un artefact visuel, mais en revanche, elle est auto-explicative. Personne n'a jamais demandé mais à quoi ça sert et pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? Non. On comprend que ça symbolise ce mouvement de copie de la fonction qui est en cours de s'exécuter. Donc, les artefacts doivent eux-mêmes être auto-explicatifs. Ça, c'est très très important. Et pour ça, ça demande bien sûr du pragmatisme. Ensuite, le designer va s'intéresser à ce qui est de l'ordre de la pertinence. La pertinence, c'est rechercher, en fait, une fois qu'on a le message, une fois qu'on l'a compris, une fois qu'on sait à qui on doit le délivrer, en fait, on va aller chercher dans les racines de ce qu'on doit designer, on va essayer de chercher à définir le champ des solutions qui sont possibles et qui sont surtout appropriées. C'est la recherche en fait de la spécificité de tout problème qui est posé. Qu'est-ce qui est spécifique dans le problème qu'on pose dans ce design? Quelles sont les réponses appropriées en fonction de la cible? Et c'est la pertinence
qui va guider le choix des couleurs, des formes, des médias utilisés. Bien sûr, la pertinence, c'est quelque chose qui est local sensitive, c'est-à-dire complètement dépendant de la culture, de la langue, etc. Elle est contextuelle, dans le contexte du logiciel, dans le contexte aussi socio-culturel de la cible qui est visée. Et il n'y a pas de pertinence absolue, ça n'existe pas. Autre aspect essentiel, c'est l'unité. Un bon design reflète une unité de concept. D'un objet à l'autre sur l'écran, d'une commande à une autre, en fait, l'unité d'aspect et de comportement, parce que c'est essentiel, le comportement, bien évidemment, c'est quelque chose qui doit être évident. Et ça, c'est l'unité qui le dicte. La puissance visuelle est aussi un outil utilisé par le designer. On aime tous les designs qui sont visuellement puissants. Les designs qui sont mous, faibles, qui ont des formes pas bien définies, etc. Ça impressionne personne, et ça ne marque personne, et personne ne s'en souvient. On dispose par contre d'une infinité de moyens pour rendre une expression puissante. On peut jouer sur les couleurs, sur les échelles, sur les fontes, les graisses, etc. On en a un exemple en ce moment à l'écran. L'élégance intellectuelle. Elle n'a rien à voir avec l'élégance des manières. C'est une force créatrice qu'on retrouve dans les statues grecques, les toiles de la Renaissance, certains théorèmes mathématiques même, et dans des formules de physique comme E égale mc2. Tout ça ne se fait pas, bien évidemment, juste en regardant un logiciel 5 minutes une fois qu'il a été écrit, et en venant mettre 2-3 coups de crayon dessus, en disant voilà, hop, je vous refais un design. Toujours, le design, c'est quelque chose qui se fait avant, pendant, mais certainement pas après. Pourquoi? Parce que le design, si vous devez travailler avec des designers, ou si vous devez vous-même un jour être attiré par le design et réaliser vous-même des interfaces efficaces et vendeuses, il faudra bien qu'à un moment donné, vous suiviez un certain nombre de processus. Et les processus d'un bon design ressemblent aux processus qu'on a en informatique, par ailleurs, pour concevoir un bon logiciel. Et il y a des guidelines, il y a des patterns, des design patterns, il y a tout un tas de choses. Et notamment, ici, j'ai symbolisé de façon assez simple le processus de design. Vous voyez qu'on passe par deux phases. Une première phase qui est une phase divergente, parce qu'on va augmenter l'entropie, on va gober de l'information, et une phase convergente qui va nous amener vers la solution définitive. Alors, ça commence par le brief. Le brief, en fait, c'est le problème à résoudre. En dehors de ce brief, on va définir, bien évidemment, au départ du projet, la répartition des rôles, qui est en contact avec le client final, qui est en contact avec l'utilisateur final, qui est en contact avec l'équipe d'informatique. Ça c'est bien sûr pour des grosses équipes. Quand on est une petite équipe, eh bien, ça peut être une seule et même personne qui va réaliser, qui va avoir les 3 casquettes. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'elle a les 3 casquettes qu'elle doit oublier qu'elle a ces 3 casquettes. Ensuite, on va analyser le paysage. Analyser le paysage, c'est-à-dire analyser le contexte, la concurrence, les bonnes pratiques, la terminologie qui est propre à l'utilisateur final. Donc, enfin, connaître l'utilisateur. L'utilisateur, donc, l'empathie, savoir se mettre à la place de l'autre, ressentir ses émotions, définir des personas, on va y revenir, connaître les schémas directeurs de l'utilisateur, on va y revenir aussi. Et puis, une fois qu'on a tout ça, on va prendre en compte, bien évidemment, la partie informatique. Donc, on a l'information design et l'interaction design. L'information design, en fait, c'est le design de l'information tel qu'il a été prévu par le logiciel, donc son contenu, le contenu de l'application. Si c'est des pages web, ça peut être le contenu de ces pages web. Si c'est un logiciel de comptabilité, ça sera le contenu des pages et des informations qui sont disponibles à travers le logiciel. Et l'interaction design, c'est l'aspect navigationnel et les commandes. Quelles sont les commandes qui vont pouvoir être envoyées depuis l'interface au code? Quel va être aussi le feedback vers l'utilisateur? À partir de là, on rentre dans la phase de convergence. Là, on a fait exploser les informations à notre disposition, on a fait exploser l'entropie. Il va être temps maintenant, et ça va être le boulot du designer, de reprendre tout ça et d'aller vers une convergence, en commençant par le prototypage. Le prototypage peut se faire sur papier, la création de fake, du sketching sous Blend, par exemple. Une fois qu'un certain nombre de choses vont émerger, il va y avoir une phase que j'appelle de polish, c'est-à-dire où on va affiner les tonalités, le jeu sur les couleurs, les typos, etc., etc. Et puis une fois qu'on sera satisfait du résultat, on a débouché sur les spécifications. Ces spécifications, c'est une prise de décision, ou de série de décisions,
on va arrêter un certain nombre de choses dans le design, dans le comportement, etc. du logiciel. Et bien évidemment, tout ça va faire l'œuvre d'une documentation très 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 précise, avec le pourquoi du comment de chaque chose. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne va sortir du processus qu'arriver ici, c'est-à-dire dans la phase d'évaluation. La phase d'évaluation, c'est-à-dire réunir un panel d'utilisateurs, et d'utilisateurs réels, bien évidemment, de leur faire tester le logiciel et d'enregistrer leur feedback. De pouvoir aussi faire des tests d'utilisabilité. Et puis là, on va s'apercevoir si tout va bien ou s'il y a encore des choses qui ne vont pas. Si des choses ne vont pas, eh bien c'est comme en informatique, dans certains types de processus de création de logiciels, on va rentrer dans une itération, c'est-à-dire revenir au prototypage, au design visuel, etc., aux spécifications, et de nouveau, évaluation, panel de testeurs, on note ce qui va pas, etc., jusqu'à temps de converger vers la solution qui sera séduisante, le tout bien évidemment borné dans les limites du budget qu'on s'est fixé, puisque, je le rappelle, un designer travaille avant tout avec en tête du pragmatisme. Comme on l'a vu, la clé de voûte en fait de tout ça semble être la connaissance des utilisateurs. Que vous fassiez le design vous-même, ou bien que vous souhaitiez le confier à un collègue designer engagé dans votre entreprise ou à une entreprise extérieure, il faut aussi que vous soyez capable de connaître le langage spécifique du designer et qu'est-ce qu'il a besoin de savoir sur les utilisateurs. Vous ne pourrez pas faire un bon design en laissant le designer tout seul dans un coin sans qu'il rencontre jamais un client. Ça ne sera pas possible. Donc, il faut qu'il connaisse ses utilisateurs. La première des choses qui concerne l'utilisateur, c'est d'en connaître les buts. Parce que si on ne sait pas ce que quelqu'un cherche, on n'est pas capable de lui dire où il faut aller, tout simplement. Un utilisateur, ce qu'il veut, c'est accomplir une ou plusieurs tâches précises, le plus vite possible et le plus simplement possible. Et il faut connaître, bien évidemment, parfaitement ces tâches pour proposer des méthodes originales et efficaces pour les réaliser. L'utilisateur, parfois, il est forcé d'utiliser un logiciel. C'est le cas des logiciels maison, les logiciels en interne qu'on développe en interne. Mais souvent, justement, il y a un rejet assez fort parce que ces logiciels-là sont bâclés, ils ne sont pas terriblement bien finis. Et bien justement, si on veut minimiser ce rejet, autant qu'il soit bien designé. Et si c'est l'utilisateur qui choisit lui-même le logiciel, on a bien évidemment tout intérêt à designer correctement le logiciel pour ne pas décevoir son attente. On en arrive à une conclusion, c'est que dans tous les cas, il faut bien connaître le profil de l'utilisateur pour répondre à ses besoins. J'en ai parlé tout à l'heure, les personas. En fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes fictives qui représentent en fait un groupe cible que votre logiciel va viser. Lors de la création d'un personnage, on lui assigne un certain nombre d'attributs, un âge, un sexe, un nom, un prénom, c'est très important pour se sentir justement proche d'eux, pour être capable de se mettre à leur place, un peu comme des personnages de romans. Vous savez, les romanciers, la plupart du temps, avant d'écrire leur roman, ils définissent le caractère de leur personnage et ils ont des petites fiches sur le gentil, le méchant, le héros, etc. Ils ont son nom, son prénom, ce qu'il aime manger le matin, ce qu'il n'aime pas manger le soir, est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il n'en a pas, etc. Pour à chaque fois, quand il met ses personnages dans une certaine situation, il se met bien dans la tête de ces personnages, il les lit, les relit en fait, ces définitions de caractère, pour se demander si, bien évidemment, dans cette situation, comment va agir son personnage, comment il va réagir pour ne pas avoir un roman complètement incohérent, comme des romans de bas étage qui sont mal écrits. Eh bien, en fait, les personas, c'est exactement la même chose pour le designer. Et on pourrait dire que c'est la même chose exactement pour l'informaticien qui doit réaliser des use cases, parce que si on ne connaît pas l'utilisateur cible, on ne peut pas tellement prévoir qu'est-ce qu'il va avoir besoin de réaliser comme tâche et comment il va avoir besoin de le réaliser. Donc les personnages, c'est quelque chose d'assez intéressant. On crée des fiches de ce genre-là. Ça permet ensuite de créer des scénarios d'utilisation qui permettent de vérifier que l'interface elle fonctionne pour telle ou telle cible. Et c'est quelque chose donc qu'on retrouvera en miroir quelque part dans les use cases UML du logiciel. C'est très très utilisé comme méthode pour améliorer l'ergonomie des sites web et des logiciels, bien évidemment. C'est utilisé aussi pour la stratégie de promotion, parce que le marketing a besoin que la promotion et l'application soient en cohérence avec la cible. Et c'est pratique pour le marketing de réutiliser les personnages qui ont été définis pour s'apercevoir si tel message, par exemple, passera auprès de la clientèle qui est visée et qui est représentée par les différents personnages qu'on a créés. Alors voici une fiche personnage d'exemple toute simple que j'ai repris de chez Microsoft en la francisant un tout petit peu, mais il s'agit de Caroline Dupont, qui est une femme qui est directrice des ventes, qui est mère de famille avec 2 enfants. Elle utilise souvent la fonction loupe de son PC parce qu'elle a des problèmes oculaires. Elle a une mauvaise vision depuis la naissance.
Et voilà, après on définit toute sa vie, elle va au théâtre, elle n'aime pas les films, elle va manger au restaurant avec son mari, peu importe. Mais on a quelque chose de très précis et on met une photo. Donc le mieux c'est d'aller puiser dans une bibliothèque sur le web, ça doit quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et à la fin, voilà, elle a un visage, cette Caroline Dupont, avec ses lunettes, on la connaît, et puis quand on va designer le logiciel, on va se demander, mais est-ce que Caroline pourrait, ou est-ce que Caroline ne pourrait pas faire telle chose? Microsoft a utilisé ce persona pour notamment tester les fonctions d'accessibilité de Windows, comme la loupe, le text-to-speech, ou des choses comme ça. L'utilisateur a une certaine habileté, mais il ne faut pas se tromper sur cette habileté. En général, un utilisateur, il est débutant pendant une période très courte. C'est-à-dire qu'il va chercher jusqu'à temps de trouver les petites réponses, les solutions qui permettent de répondre à ses besoins immédiats, ceux qu'il a tous les jours. Une fois qu'il a trouvé en fait ces solutions-là, il n'ira plus jamais chercher plus loin. C'est fini. Et seul un tout petit nombre de ces utilisateurs va aller chercher un cran plus loin. C'est ce qu'on appelle en général des power users. Il y a une petite exception, c'est pour les applications qui sont publiques, comme les bornes, ou les applications de type annuaire, ou les distributeurs de billets même, ou tout ce qui est application qui n'a pas été choisi volontairement par l'utilisateur, ou que l'utilisateur carrément n'aime pas. Dans ce cas-là, quel que soit le type de l'utilisateur, il ne fera jamais aucun effort pour comprendre ce qui se passe, et il rejettera la faute systématiquement sur le logiciel. Alors on en parlait tout à l'heure, il y a les schémas directeurs. Les schémas directeurs, c'est quoi? C'est qu'en fait, un utilisateur approche les fonctions d'un logiciel à partir d'a priori personnels, qui sont sociaux, culturels, de réflexes, donc de schémas directeurs qui dépendent des connaissances passées qu'il a relativement au domaine du problème traité par l'application. Et l'utilisateur va s'attendre à ce que l'application suive certains modèles, un certain schéma de fonctionnement. C'est très très important. Prenez par exemple une comptabilité. C'est à peu près du niveau 6e, mais certainement moins pour écrire un logiciel de comptabilité. C'est grosso modo des additions, des soustractions, peut-être des pourcentages, et encore, avec des colonnes de crédit, de débit, on fait des additions et on vérifie. Donc techniquement, n'importe qui est capable d'écrire une comptabilité. Mais seulement, comment voulez-vous écrire une comptabilité si vous ne savez pas qu'est-ce qu'un expert comptable? Qu'est-ce qu'un comptable? Comment il travaille? Quand un comptable doit faire un rapprochement bancaire, quelles sont les informations qui doivent être écrites à l'écran? De quelles informations doit-il disposer pour pouvoir faire un rapprochement bancaire efficace? Comment lui faciliter la réalisation de cette tâche de rapprochement bancaire? Quand il doit passer, par exemple, une opération diverse, saisir une facture, quelles sont les informations dont il a besoin pour pouvoir passer efficacement cette écriture? Et là, ça demande à connaître les schémas directeurs, ça demande à connaître le métier en fait de l'utilisateur qui est visé. Et c'est là que c'est essentiel d'avoir cette connaissance de l'utilisateur. Car si vous n'avez pas cette connaissance-là, vous pourrez écrire un logiciel de comptabilité, ça ne va pas être bien long, bien compliqué, mais seulement il ne se vendra pas, il sera totalement inutilisable. Rappelez-vous donc que l'utilisateur va réellement s'attendre, même si c'est inconscient, à ce que votre application suive ces modèles qui sont les siens, qui sont ceux de sa profession. Quand un logiciel ne suit pas ces schémas directeurs, lorsqu'il n'est pas conçu pour avoir une efficacité évidente, donc quand l'interface utilisateur est ni efficace ni vendeuse, il se passe quelque chose qu'on appelle la cognitive friction. Enfin, on appelle non, c'est Alan Cooper, le père de Visual Basic, qui, dans son second livre en 98, qui s'appelait, je vous laisse le titre anglais à l'écran, je vais vous faire la version française, quand les fous sont en train de diriger l'asile, pourquoi les produits high-tech nous rendent fous, et comment rétablir un petit peu de santé mentale. Et bien dans ce titre à rallonge, ce livre assez essentiel d'Alan Cooper, il définit à l'intérieur de cet ouvrage un concept qui est la cognitive friction. Et comment Cooper définit cette friction cognitive? Il dit que la friction cognitive, c'est la résistance rencontrée par l'intellect humain quand il est confronté à un système complexe de règles qui changent en même temps que le problème évolue. Encore une fois, ça peut sembler assez abstrait. En fait, il fournit beaucoup d'exemples. Alors, c'est comme c'est un ancien ouvrage. Lui, il utilise plutôt les exemples comme les anciens magnétoscopes. On en a tous eu des comme ça qui ont 3 boutons puis qui changent de fonction en permanence selon dans quel mode on se trouve.
ou qui avait l'heure qui clignotait toujours sur 12, 12, 12, 12, 12, 12, parce qu'à chaque fois qu'il y a une coupure de courant, en fait, l'oncle Barnabé, il avait jamais rien compris à comment ça se réglait, alors il attendait que vous veniez pour régler, puis à chaque fois, entre-temps, ça avait ressauté, puis quand vous reveniez chez lui, il y avait toujours le 12, 12, 12 qui clignotait. Mais voilà, c'est la même chose. Mais aujourd'hui encore, ne rions pas, parce que regardez l'écran quand vous rentrerez au bureau chez vous, regardez l'écran plat vraisemblablement qu'il y a sur votre bureau pour votre ordinateur, vous verrez qu'il est affublé de 2, 3 boutons, 4 boutons, qui sont soit tout en dessous, soit planqués sur le côté, et que ces boutons-là, en fait, ils ont une signification qui change en fonction d'où on se trouve dans le menu. Un coup, ils veulent dire monter, descendre dans le menu, un coup, ils veulent dire valider, etc. C'est un enfer, au point que l'utilisateur en vient à se demander si finalement ce qui est plus cher à l'intérieur de la machine, c'est pas ces fameux boutons. Donc la cognitive friction, c'est ça, c'est quand on est confronté à un truc qui semble absolument pas suivre vos schémas directeurs, quand ça marche pas tel qu'on s'y attend. Donc une première règle à avoir en tête quand on doit designer un logiciel, c'est que si l'utilisateur n'y comprend rien, c'est que votre interface est bonne achetée. C'est aussi simple que ça. C'est pas parce qu'il n'a pas assez lu, c'est pas parce qu'il n'a pas bien lu la doc, etc. S'il faut qu'il lise 300 pages de doc avant de se servir de votre soft, c'est que votre soft, il a une UI qui est bonne achetée, tout simplement. Alors aujourd'hui on est au Tech Days, donc je ne vais pas aller taper sur la tête des petits camarades, ce serait pas gentil. Il y en a plein des exemples, mais il y en a plein chez nous aussi, chez Microsoft. Par exemple, dans les cas de cognitive friction les plus fameux, vous avez l'exemple excellent qui restera certainement dans les annales du design, dans les bouquins dans 100 ou 200 ans qui seront étudiés, le fameux bouton démarrer de XP qui servait à arrêter la machine. Là, c'est vraiment de la cognitive friction poussée à son extrême. Mais on peut aller chercher beaucoup plus proche de nous, tellement proche que c'est même pas encore sorti. Et si vous avez un peu regardé, c'est vrai qu'on en est qu'au bêta, mais il y a déjà eu une preview il y a déjà beaucoup plus longtemps, de Windows 8, vous êtes aperçu que MetroStyle avec Windows 8, avec WinRT, il y avait par exemple pas de petite croix en haut à droite des applications pour fermer une application. Ben moi la première fois j'ai mis vraiment beaucoup de temps à m'énerver, à comprendre comment ça marchait pour fermer une application. Et je peux vous garantir que si Microsoft ne fait pas de changement là-dessus dans les versions finales, je peux prévoir une énorme cognitive friction auprès des utilisateurs finaux. Un autre exemple de Windows 8, c'est que quand on est sur le bureau classique, donc qui ressemble à Windows 7, on a effectivement en bas à gauche le même cercle, le bouton rond qu'on a dans Windows 7, et qui dans Windows 7, quand vous cliquez dessus, bien évidemment, vous avez tout le menu qui s'affiche, qui vous permet d'avoir accès à l'ordinateur, à vos documents, etc., etc. Or que dans Windows 8, un clic sur ce bouton vous renvoie à quoi? Vous renvoie aux tuiles du menu en MetroStyle. Là aussi, c'est une sacrée cognitive friction et c'est un sacré risque, y compris les designers de chez Microsoft, de faire fonctionner les choses de cette façon-là. Et je prévois que ça aussi, vous verrez quand ça va arriver dans le grand public, ça fera partie des choses que les gens critiqueront dans le système. Mais on n'est pas obligé d'aller chercher dans des choses aussi anciennes ou aussi récentes. On peut aussi prendre quelque chose qui est intemporel, donc quasiment toutes les versions de Windows. Vous avez un outil qui s'appelle table de caractères. Alors, on va là-dedans très rarement. On y va justement parce qu'on utilise une fonte par exemple de type Wingdings et qu'on veut connaître le Alt machin chose à taper au clavier pour pouvoir dessiner cette fameuse petite flèche ou ce petit symbole dont on a besoin. Ben, si vous regardez bien, en fait, dans Windows 7 par exemple, et c'était vrai dans d'autres versions de Windows, ce magnifique utilitaire, en fait, quand vous cliquez sur un caractère, la seule chose qu'il est capable de vous donner en bas, dans sa ligne d'état, c'est une espèce de code hexadécimal totalement abscon et inutilisable, mais en aucun cas le code Alt. Donc en fait, cette fichue fenêtre, elle est là, cet utilitaire, il est présent quasiment depuis la première version de Windows, ça n'a jamais été revisité, et il est inutile parce qu'en fait, il ne donne pas la bonne information. Alors vous cherchez dans tous les sens, et c'est là que vous avez de la cognitive friction, de vous dire mais qu'est-ce que je vais faire de ce code, mais ce code il correspond à quoi, mais comment je vais l'utiliser, etc. Et ben, vous ne pouvez pas vous en servir tout simplement. Donc ça c'est de la cognitive friction. Vous avez un autre exemple très intéressant qui est le dialogue de conflit de fichiers. Quand on fait une copie de fichier sous Vista par exemple ou sous Seven, vous avez un dialogue qui s'affiche, qui est soi-disant une amélioration de ce qu'il y avait avant, mais qui est totalement incompréhensible. Alors, c'est pas une vue de l'esprit, hein. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai une amie qui est infirmière, donc quelqu'un qui est à peu près lettré et qui n'est pas une imbécile finie,
qui s'était acheté un appareil photo numérique, son premier appareil photo numérique, et dans la foulée, bien évidemment, elle s'est acheté un portable pour pouvoir mettre ses photos sur son ordinateur. Donc quelqu'un qui n'était pas utilisateur d'ordinateur, qui était plutôt branché au départ par la photo et qu'on n'avait pas grand-chose à faire de l'informatique, qui a acheté un ordinateur uniquement pour que ça puisse fonctionner avec son appareil photo. Son appareil photo, il faut dire, n'est pas très malin. Il numérote les photos systématiquement à partir de 1, et quand on le vide, il redémarre à partir de 1. Eh bien, pendant plusieurs mois, en fait, quand elle a fait les copies, quand elle a vidé son appareil photo sur sa machine, quand elle a copié les répertoires, à chaque fois, elle avait le message qui apparaissait, qui lui disait, vous savez, vous allez remplacer la photo numéro 1 par la photo numéro 1, et machin, etc. Comme elle n'y comprenait rien à ce qu'on lui demandait, elle cliquait quelque part, systématiquement au même endroit, et en fait, ce choix qu'elle faisait systématiquement consistait tout simplement à écraser l'image qui était présente sur le disque pour la remplacer par la nouvelle. Et puis elle a fait ça pendant 2-3 mois, et puis au bout de 3 mois, elle m'a appelé en me disant, oh, c'est une catastrophe, j'ai perdu toutes mes photos. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre en fait ce qui s'était passé, comprendre que ça venait de ce dialogue. En fait, elle avait fait plusieurs voyages à l'étranger, etc. Elle avait définitivement perdu toutes ses photos à cause d'une cognitive friction liée à un dialogue qui a été conçu par des gens qui n'y connaissent rien au design, c'est une évidence. Donc, vous voyez, on peut en trouver chez nous, on pourrait en trouver plein ailleurs, par exemple, je ne parlerai pas de Linux ni du Mac, où on retrouve beaucoup d'autres exemples. Ici, j'ai voulu être sympathique et ne parler que de nous. Mais enfin, faites attention parce qu'il y en a plein partout. Pour le plaisir, regardez ces magnifiques copies d'écran. Vous avez ici un logiciel où le type qui a fait ça doit se dire le torse bombé. Je veux dire, regardez comment j'ai réussi à tout faire tenir en une seule page. Hein, c'est complètement incompréhensible. Suivant l'onglet sur lequel on tape, ça change complètement les autres onglets. Enfin bref, c'est de la cognitive friction. Ici, vous avez dans la partie droite un écran d'un utilitaire de bulk rename et qui est effectivement assez complet, et je suis sûr que là aussi, le torse bombé d'orgueil, celui qui a créé cet utilitaire, doit dire, regardez, j'ai créé le bulk rename utility le plus puissant de toute la Terre, on peut tout faire en une seule fois, avec un seul écran, c'est absolument génial, sauf qu'il y a un tout petit problème, c'est qu'on n'a pas du tout envie de s'en servir, tellement ça a l'air d'être compliqué, tellement que ça crée de cognitive friction. Alors il y en a de partout, hein. Il y en a aussi dans les dialogues de copie de fichiers, le confirm file replace par exemple, même de XP. Je veux dire, on voit un exemple ici d'un replace avec un fichier qui porte la même heure, etc. Ça n'a absolument aucun sens. Je vous assure qu'un utilisateur de base qui se retrouve devant cet écran-là, il se demande bien qu'est-ce qu'il doit faire. On en retrouve aussi ici dans une machine à laver où pour économiser le nombre de boutons, c'est des boutons qui ont un double sens, alors des on-off, on-off, on, cold, warm, cold, c'est un véritable boxon. Je veux dire, on se demande bien comment la ménagère de moins de 50 ans, et même celle de plus de 50 ans, va s'y retrouver avec un appareil qui fonctionne de cette façon-là. Donc, il faut nous mettre sur la piste d'une bonne UX. L'user experience de qualité, elle se mesure, elle a des critères qui sont essentiels, et si vous voulez faire des interfaces efficaces et vendeuses, il va falloir bien évidemment que tout ça soit pris en compte. Notamment, il y a la learnability. La question essentielle à se poser, c'est l'utilisateur peut-il rapidement découvrir l'application et apprendre à s'en servir efficacement. La learnability, c'est quelque chose qui, justement, démontre la solidité du logiciel face à la courbe d'apprentissage de l'utilisateur. Ça se mesure avec des panels d'utilisateurs, avec des testeurs, avec des choix d'UI différents qu'on va tester, etc. Je sais que c'est un gros problème puisque très souvent, quand j'ai des clients que je conseille, je leur dis, bon ben voilà, pour tester telle ou telle chose, on va réunir 2, 3, 4 clients potentiels du soft pour essayer de faire des tests. Et souvent, c'est très difficile d'obtenir cette réunion. Et moi, je leur dis pas directement sur place parce que je suis poli et que je suis gentil, mais là ici, comme c'est à la cantonade, ça ne blessera personne. Si vous ne pouvez pas réunir un panel, même restreint d'utilisateurs pour tester vos UI, arrêtez la conception de logiciels. Pour l'utilisabilité, c'est la même chose. L'utilisabilité, elle mesure autre chose. Elle mesure le degré d'intuitivité et de productivité de l'interface utilisateur. Alors ça se mesure aussi, c'est très simple, hein. On prend un chronomètre, on prend une UI, et puis on met un utilisateur type, encore une fois, il faut être capable d'en trouver, et on lui demande de faire une tâche courante. Par exemple, un comptable, pour revenir à notre exemple de tout à l'heure, on va lui demander de passer, par exemple, une écriture de règlement de facture, par exemple. On met le chronomètre en route, on arrête, on prend une autre interface, on lui demande de refaire la même opération, etc. Et puis on prend 3 ou 4 personnes, on mesure de cette façon-là le temps, et puis l'interface qui totalisera le temps le moins grand sera forcément celle qui sera la plus intuitive et la plus productive. Et bien évidemment, quand on vise une haute utilisabilité, ce qu'on vise, c'est de permettre aux utilisateurs d'effectuer toutes les tâches courantes directement, sans détour. La clarté, enfin, c'est quelque chose d'essentiel. La lisibilité, la priorité à l'information,
C'est l'essentiel d'une interface réussie et bien évidemment d'une bonne user experience à la fin. Donc quand on conçoit des choses, il faut viser une conception pacifiée, calme. MetroStyle, par exemple, est un bon exemple. Des objets aux formes douces, simples, reconnaissables facilement, parce que l'œil doit pouvoir les repérer, les trier facilement sans se poser des questions. Des fontes lisibles. Et une règle bien simple, c'est de se concentrer sur la clarté, plutôt que d'ajouter après coup des infobulles, parce qu'on se dit ah ouais mais il y a un doute, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, vaudrait mieux mettre une bulle d'aide à cet endroit-là. Non, si on fait ça, ça veut dire qu'on a mal designé le logiciel, il vaut mieux revenir à l'étape d'avant et refaire une itération. Enfin, vous avez la liberté d'action, qui est absolument essentielle et qui prouve la souplesse réelle d'un logiciel. C'est que l'utilisateur ne doit pas se sentir piégé dans un choix ou dans une procédure. Le retour en arrière doit être évident. Alors, il y a beaucoup de logiciels où il y a CTRL-Z, qui est un classique, mais la plupart des logiciels de gestion, notamment par exemple, n'ont pas de CTRL-Z. C'est sûr, c'est enquiquinant à faire pour les informaticiens, parce que ça peut être un peu lourd, une fois que le truc a été envoyé à la base de données, où ça demande à le temporiser, à faire des transactions, à faire des choses comme ça, enfin bref, c'est quelque chose qui est peu souvent fait dans la gestion, et malheureusement, c'est un gros défaut, parce que tout retour en arrière doit être possible. Le droit à l'erreur est essentiel dans un bon logiciel. On doit proposer que des choix qui sont dans les compétences de l'utilisateur. Tout ça nous ramène encore une fois à bien connaître son utilisateur, comment il est, quelles sont ses compétences, etc. Utiliser les bonnes métaphores, c'est quelque chose d'essentiel, parce que ça permet de faire venir le monde réel de l'utilisateur dans l'espace du logiciel. Et je parle bien de faire venir le monde réel de l'utilisateur. On est toujours sur une communication ciblée. C'est une communication qui vise un public, qui délivre un message à un public. Et la métaphore doit provenir du monde de l'utilisateur. Et une métaphore réussie permet en fait souvent de supprimer le besoin de mettre un libellé, de mettre une bulle d'aide. Ça participe donc à la clarté du logiciel parce que ça allège les écrans, à sa lisibilité bien évidemment, et à la mise en avant de l'information, ce qui est le but ultime. La plus célèbre des métaphores, c'est la corbeille qu'on retrouve sur Mac et sur PC. Et puis une autre qui est d'une puissance extraordinaire, qui est la notion de bureau, de dossier, de répertoire, de document, et qui sont des métaphores tellement évidentes qu'on a du mal à en sortir d'ailleurs. Et c'est louable, Microsoft essaye avec Windows 8 et WinRT, avec MetroStyle, de proposer une approche totalement différente, donc il y a vraiment un effort d'innovation extraordinaire, mais ce qui va être intéressant pour les designers, et pour nous ici, certainement, ça vous intéressera aussi, c'est de voir comment le public va accueillir ces fameuses tuiles, surtout sur un PC, on ne parle pas des tablettes ni des téléphones. Mais est-ce que ces tuiles vont réussir à détrôner en fait la notion de bureau? Est-ce qu'elles vont réussir à s'imposer comme nouvelle métaphore à la place de ces métaphores déjà en place depuis près de 30 ans en informatique? Et puis bien sûr ne pas s'adonner aux métaphores hyper réalistes. Cet hyper réalisme en fait est totalement nuisible, donc c'est pas ça non plus qu'il faut viser quand on fait du bon design. Enfin, pour terminer, un peu de design en action pour donner corps et vie à tout ça. Voici en exemple une application assez simple. Il va vous falloir quelques secondes pour comprendre à peu près à quoi ça sert. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est un utilitaire, alors c'est marqué dessus quand même, c'est un utilitaire de surveillance pour les NAS Netgear en l'occurrence, qui a été fait non pas par Netgear mais par un développeur allemand. Ça a été fait en Visual Basic sous Windows Form. Bien sûr que c'est lisible, si on prend son temps et qu'on regarde, c'est lisible, mais par contre, c'est pas vraiment designé. Pourtant c'est propre, j'en avais une plus moche, mais malheureusement je ne l'ai pas retrouvée, une qui était vraiment atroce. Mais celle-ci est plutôt propre, mais c'est difficile parce qu'il faut lire. Il faut se concentrer. Voici un exemple d'une même application qui surveille un NAS Netgear que j'avais refaite sous WPF et qui se pose comme une sorte de widget sur le bureau de Windows. On voit bien évidemment tout de suite que c'est un petit peu plus évident. S'il y a 4 disques, nous avons les 4 températures évidentes. S'il n'y a que 2 disques dans le NAS, ça n'en affiche que 2. S'il y en a 6, ça se met automatiquement à l'œuvre. On voit la petite LED qui nous permet de savoir que tout fonctionne bien. Et puis les 3 LED clignotent en même temps quand il y a un appel au NAS pour aller vérifier les informations. La petite poignée qui permet de le déplacer facilement. Les alarmes qui sont évidentes visuellement. Alors je ne dis pas que c'est une merveille de design, j'avais fait ça pour mon propre plaisir. Une fois qu'on essaye de designer un tout petit peu quelque chose, la différence qu'il y a entre un look XP et un look plus moderne. On revient effectivement à cette image. Vous êtes d'accord avec moi qu'avant de retrouver les valeurs où se trouve la température, d'ailleurs des différents disques, on ne l'a pas, il faudrait rentrer dans les détails, etc. Alors qu'ici tout est évident et tout est immédiat. Le même
Alors celui-là n'était pas fonctionnel, c'était juste un test de design hyper réaliste. On a les disques qui tournent, les disques qui se synchronisent, on peut sélectionner, on voit la petite fumée qui sort du thermomètre parce que la température est trop haute. Le ventilateur qui tourne, c'est l'effet de la capture écran, bien évidemment, qui donne l'impression que ça ne tourne pas de façon régulière, mais sinon ça tourne assez régulièrement. La batterie qui clignote, qui fait voir que l'onduleur n'a plus de charge, etc., etc. Voilà comment on peut designer des choses pour que l'utilisateur final ait une impression de proximité, qui comprenne tout de suite à quoi il a affaire, que ça soit simple, direct. Ici, on revient sur cette capture écran de ce logiciel de supervision, où là aussi les choses sont épurées, pacifiées, calmes. Les seules informations que l'utilisateur doit connaître sont celles qui sont écrites en blanc et en assez gros, donc peu de chiffres, peu de choses qui sont présentées. Quand il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de zéros qui sont écrits, on a supprimé l'affichage, bien évidemment, pour alléger encore plus, pour que les évidences soient les plus importantes. Et l'iconographie qui a été créée, bien évidemment, et qui a un sens pour celui à qui est destiné le logiciel. Et bien voilà, se termine cette conférence. Il y en a d'autres au sein des Tech Days qui traitent le problème du design de façon totalement différente de cette conférence et qui sont complémentaires et que je vous conseille de voir. Certaines sont déjà passées, d'autres sont à venir. La plupart seront vraisemblablement visibles par les webcasts qui seront disponibles à la fin des Tech Days. Merci de votre participation.